Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Pour parler des bons produits qui donnent envie, une fois de plus, nous sommes dans un lieu merveilleux avec des gens talentueux. Et pas n'importe quel lieu, puisque nous sommes à la Chassagnette, le restaurant étoilé d'Armand Arnal. Bonjour Armand. Bonjour. On est au sud d'Arles, et alors on a constitué avec toi une belle bande de potes, puisque nous sommes avec Sinclair. Bonjour. Artiste, auteur, compositeur, musicien. Salut Mathieu. Salut. Nous sommes avec Numa Muller, le chef nomade. Salut. Salut. Stan Blauhorn, l'artiste gardien, on va expliquer ce que ça veut dire. Et puis Benoît Millot, réalisateur, qui travaille avec toi Armand. Mais d'abord, la Chassagnette, ça veut dire quoi? En fait, c'était un domaine de châtaigniers ici. Ouais. Voilà, c'était le seul endroit en Camargue où il y avait des châtaigniers. Et donc, c'est une ancienne bergerie qui a été transformée en restaurant. C'est même pas un restaurant, c'est beaucoup plus qu'un restaurant. C'est une aventure humaine déjà, avec, qui part de la terre, qui part d'abord d'un potager, et où on a eu l'idée de mettre un restaurant au service de ce potager. Donc, c'est un peu le système inverse. Et donc, on part sur beaucoup de recherches, beaucoup de travail sur les sols. Et on arrive sur la cuisine avec d'abord des essais et puis après une envie de traduire un peu ce que donne la terre, quoi. Là, il y a un grand restaurant avec un très grand potager. C'est un jardin botanique, je sais pas, il y a combien d'hectares ici? Il y a 3 hectares, il y a à peu près 250 variétés de produits. On va passer peut-être la barre des 300 en fin d'année. Ouais. Il y a comme derrière une serre tropicale. On a aujourd'hui des abeilles. On a il n'y a pas des singes? Des singes, non, pas encore. Et voilà, on développe, on est toujours en travail continu en fait. Voilà, il n'y a jamais rien qui est fini, il n'y a jamais rien qui est acquis, et on a tendance à toujours évoluer et toujours trouver des nouvelles recettes, des nouvelles idées, des nouvelles façons de planter, des nouvelles façons de transformer les produits. Voilà. Et tu as bossé avec des grands chefs avant d'être à ton compte? Ouais, j'ai bossé avec Daniel Boulu, ouais. Daniel Lucas. J'ai bossé avec Daniel Boulu à New York. C'est le cousin de Ducasse, du coup. Il est moins bon. Alain Boulu et Daniel Lucas. Voilà, c'est ça. Il n'est pas réveillé, il est 10h du matin. Non, c'est que 10h du matin. Il fait des moules. Et, voilà. Et Pierre Hermé aussi, donc voilà, des gens qui ont vraiment inspiré un peu. Tu es totalement autosuffisant? On est autosuffisant, on est à 97%. Ouais. Franchement, moi j'invite les gens à venir parce qu'on a l'impression de débarquer dans un autre pays là. On est au petit paradis. L'idée c'est l'oasis, quoi. Vraiment, l'idée c'est l'oasis en plein milieu de la Camargue, irriguée par les différents bras du Petit-Rhône et aussi du Rhône, les rizières derrière, les taureaux de l'autre côté. Voilà, on est dans un espèce de jardin d'Éden. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce soir à la carte par exemple? Qu'est-ce qu'on mange ce soir à la carte? Bon, en ce moment il y a du rouget, il y a des grandes tomates géantes comme ça, celles qu'on peut voir ici, qui sont quand même des aubergines, enfin plein de choses, quoi, les premiers melons là qu'on va mettre dès ce soir à la carte. Des très beaux produits de la Méditerranée, quoi. Beaucoup de produits de la Méditerranée. Tu as du miel? Du pigeon. Et puis voilà, ça c'est la première production de nos abeilles, donc c'est un miel de fleurs absolument remarquable. Un miel dur, un miel mou. Ça, c'est un miel mi-dur. Ok. Un mi-dur. Très joli. Ou un mi-mou, ça dépend. Ah non, mi-dur. Mi-mou, c'est pas bien du tout. Et alors, les miels naturels se durcissent, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Puis on va utiliser la cire aussi, on va faire des bols avec. Enfin voilà, on fait des cuissons à la cire. C'est bon. On a complètement recouvert des figues l'année dernière de cire. Pour les faire fermenter à l'intérieur. Et là, tu garantis que les abeilles font du miel avec les fleurs de ton domaine? Oui, exactement. Ouais. Elles n'ont rien d'autre autour. Il y a pas. Ouais, ils ont un collier électrique si jamais elles dépassent. Le chien qui aboie, tu sais. Ah merde, il ne faut pas que je sorte. Avec nous, il y a Benoît qui est réalisateur et qui travaille avec toi. Tu as fait un documentaire que tu as vu. On a fait un boulot assez marrant parce que en plein Covid, déjà, on s'emmerdait tous les deux. Moi, j'étais à Paris, lui à Arles. On s'est appelés, on a dit, il faut vraiment qu'on fasse un truc, quoi. Ça fait chier, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble sur plein de sujets. On avait fait le Garoum quand même, qui était un fanzine assez rigolo, quoi. Où on parlait un peu des produits. Ça, c'était à l'époque où tu étais encore surfeur?
Voilà, où j'étais mince aussi. Ouais. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc, faut qu'on bouge un peu. Et puis quand ça a réouvert, je me suis dit, c'est trop bien, il ne faut pas rater la réouverture d'un restaurant après 250 jours de fermeture, un objet comme ça. Je dis, il y a un truc à voir, quoi. Et donc on a fait tout un boulot, où on a bossé, on a interviewé tous les gens d'ici, que ce soit autant le jardin que le reste. Armand avait cette espèce d'idée de dire, il ne faut plus que ça soit un restaurant avec un jardin à son service, mais il faut que ça soit le jardin qui mène la danse, quoi. Et puis aussi, c'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui ici, inviter des gens, être un objet ouvert et pas un objet fermé, quoi. Pas s'endormir sur un lieu, mais le développer. Et donc quand on est arrivé, on a dit, bon, ça réouvre, et c'est génial parce que là, on voyait tout, quoi. Le blackout complet, on a tout réouvert, rallumé la lumière. J'ai vu, tu as fait des interviews De chacun, ouais. Et puis surtout assez touchantes, avec beaucoup d'émotions de toute l'équipe. Franchement, on sent la fierté qu'ils ont d'être dans ton équipe. Hein. Vous continuez dans la foulée? Ouais, on a un boulot, on a une espèce de working progress où on essaye de travailler en intégrant le film comme un objet du reste de la Chassagnette. C'est-à-dire que je ne suis pas extérieur et je viens faire des films, mais on essaie une espèce de réflexion complète où ça accompagne et c'est un outil en fait. On l'utilise comme un outil pour fédérer les gens, pour se mettre à réfléchir autrement, pour foutre le bordel aussi, c'est-à-dire se dire comment on reprend les choses, est-ce que je cuisine, est-ce que c'est l'aliment qui se met à exister, et ça fait un petit témoignage, donc il y a un travail de fond, et puis un travail créatif qui accompagne, puis c'est fait pour continuer, c'est un boulot tous les mois. Alors on n'a pas envie, en fait, en faisant ce recul, ce travail de recherche et aussi un petit peu de vision extérieure, avec Benoît qui arrive et qui est complètement extérieur au projet, tout d'un coup on s'aperçoit que la cuisine, elle prend un peu le dessus. Sur le jardin, elle prend un peu le dessus sur les créations. Chaque fois, ça passe à travers la cuisine et on s'est dit que cet endroit, il méritait un peu plus que ça. On a envie que la recherche, elle se fasse aussi déjà directement dans le jardin, en allant chercher les feuilles, en allant chercher les fleurs, en commençant à travailler. Donc on va construire des choses comme ça, on va peut-être construire un espèce de lieu qui ne sera pas vraiment une cuisine, qui sera une table comme ça, une espèce de petit atelier, puis on regardera les feuilles en dessous, au-dessus, on les goûtera, on va essayer que ça ne rentre pas tout de suite dans un système de production. Voilà. Parce que la cuisine, c'est de la création, c'est de la créativité, mais c'est quand même essentiellement du faire. Et souvent, on peut passer à côté d'un produit parce que tout de suite, on a eu envie de le transformer et de lui donner une autre vie. Quand tu as un beau produit, comme j'imagine, comme il y a ici, de respecter un peu le goût, par exemple, de la courgette. Quand on a une courgette dans l'assiette, c'est de garder ce goût de la courgette. Tu sais, quand le matin, tu te balades dans ce jardin et que tu commences à prendre une tomate, la goûter, tu prends une courgette, tu la goûtes, et tu dis, putain, mais il y a du goût, quoi. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à ça, tu vois? Tu as vraiment ce truc de se dire, là, il y a une texture, il y a un goût, il y a une température. Mais il y a tous ces choses-là qui se mettent en place dans ta tête et tu dis, mais qu'est-ce que je peux apporter, tu vois? Et tu as vraiment envie de dire aux gens, ben voilà, tenez, je mets une courgette dans l'assiette et c'est maintenant qu'il faut la manger, tu vois. Il y a un produit que tu aimes travailler en particulier, un truc qui te rend fou? Pas en particulier, j'aime vraiment tous les produits et la saisonnalité, elle est vraiment bien faite parce qu'en fait, quand tu commences à en avoir marre de travailler un produit, tu passes à une autre saison. Donc en fait, le cycle de la vie, il est très intéressant, de la vie d'un potager, il est très intéressant pour ça. C'est que tu vas t'exciter sur un chou, t'en as marre d'un chou, il y a les courgettes qui arrivent, etc. etc. Mathieu, on parlait d'arrêter le temps, c'est pour ça que tu t'as posé tes valises à Arles il y a 3 ans? C'est plus compliqué. C'était un peu le bordel, ma vie était un énorme bordel. Là, c'est surtout une rencontre ici. C'est-à-dire que je suis venu à Arles pendant 15 ans, de manière vraiment épisodique, et à chaque fois que j'arrivais ici, je me disais, putain, mais je vais vivre ici. Sauf qu'une fois rentré à Paris, c'était impossible. Le choix, l'enfer, comment tu déménages et tout. Puis la vie était hyper bien faite. J'ai fait un banqueroute total. Plus rien. Et à moi, je me dis, putain, où est-ce que je vais aller? Je vais aller à Arles parce que mon pote associé habite à Arles. Ouais. En arrivant ici, une résurrection. Et c'est marrant parce que quand j'entends parler Armand de la cuisine, je l'entends parler de la musique. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est exactement pareil que la musique, c'est exactement la même chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu arrives à Arles, tu es dominé par la nature. Alors évidemment, quand tu es dans le cœur de Arles, tu es dominé par les gens que tu connais et que tu rencontres tous les jours, qui sont toujours les mêmes, mais c'est quand même la nature ici. Et moi, c'est ce que je cherchais depuis toujours.
pouvoir faire 10 bornes à vélo, être perdu et bouffé par les moustiques. Tu vois, ça c'est un truc, tu te dis putain c'est pas possible, ça ne m'arrivera jamais. Alors, on a un autre chef avec nous, Numa Muller. Numa, toi t'es un goal volant quoi. Tu poses tes valises et tu les reprends. Ouais. Moi justement c'est les endroits différents en fait qui vont m'inspirer un peu quoi. Comment tu définis un peu ta cuisine? Bah pareil, saisonnalité un maximum, c'est-à-dire que c'est nature qui te dit, les producteurs qui amènent. Moi ce que je fais c'est que je passe plus de commandes en disant tiens je veux travailler des poireaux aujourd'hui donc je vais commander des poireaux. Je trouve ça dommage d'imposer un peu parce que toi ta créativité te dit de faire ça donc tu vas imposer, de dire je vais chercher et je vais aller chercher ça partout. Là je travaille avec un petit producteur, là Guillaume là qui est fabuleux donc je l'appelle le matin et je dis bah écoute demain tu m'amènes ce que t'as. Et donc il amène ce qu'il a et je vois avec ce qu'il m'amène et on crée des menus avec ça quoi. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est là en fait c'est un peu, ça impose un peu ta créativité, enfin d'être plus créatif encore quoi, de rechercher un peu plus les choses quoi. Et puis alors t'as été très inspiré, j'ai lu ça par ta grand-mère. Ouais. T'as gardé elle avait des fameux carnets de recettes. Ouais, elle m'a écrit des recettes, 2 livres de recettes, ouais. Bon après c'est des recettes très à l'ancienne mais que j'aime beaucoup parce que ça te remet un peu sur les bases, hein. C'est comme quand tu construis une maison, si tu fais pas une jolie fondation, la maison s'écroule. Et je pense que pour le métier de cuisinier c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les classiques il faut les savoir et à partir de là tu peux t'amuser à créer plein de choses. Et ma grand-mère, ouais, c'est une source d'inspiration parce qu'elle m'a éduqué, parce que elle est d'Arles déjà, et elle m'a éduqué justement avec les beaux produits. Elle n'allait pas au supermarché, elle faisait que les marchés, aller chercher les meilleurs produits et les saisonnalités. Donc on a été éduqué avec ça quand j'étais gamin. Ouais. Alors Stan, toi t'es artiste gardien. Ouais, ça veut dire que tu sculptes, tu peins pendant que tu gardes les taureaux? Je sculpte, je peins, je cuisine, j'observe, c'est l'idée un peu de... Qu'est-ce que tu nous as amené là? Je vous ai amené un de mes taureaux. Cet animal, au bout d'un moment, est devenu trop vieux, donc il y a cette réalité aussi de la mort. Je sais que ça fait jamais très plaisir, mais l'idée de ramener cette tête, c'est parler de ce territoire et du sauvage. C'est ce lien aussi du sauvage à la table qui est assez intéressant dans une culture, mais dans toute forme de culture, mais surtout dans cette culture camarguaise qui est très ancrée dans un territoire. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des couches, en fait. Tu vois, il y a tout ce côté... Il y a des imaginaires en Camargue qui sont assez incroyables. Il y a l'imaginaire du sauvage, qui est en fait façonné complètement par la main de l'homme, mais avec le respect, si tu veux, de la faune et de la flore. C'est pour ça qu'on a un territoire qu'on pense ou qu'on imagine être sauvage, avec des chevaux qui sont en liberté et tout ça. Tout ça est gardé précieusement par la main de l'homme, par les gardiens. Il y a ce vrai travail en fait d'élevage qui crée la biodiversité, parce qu'un taureau en Camargue, voilà, on vide des lieux, on enlève l'eau d'un endroit pour la mettre à un autre, pour que le taureau puisse venir, pour pas qu'il se fasse mal aux pattes, pour qu'il puisse laisser des excréments pour revitaliser la terre. Et tout ça est un espèce de cycle et hyper bien fait avec des gens qui ont un rapport avec l'animal qui est absolument mais fabuleux. C'est eux qui font qu'un marais comme celui-là existe encore et survit malgré les pollutions, malgré les sécheresses, malgré tout ça. Je veux dire, irriguer la Camargue, c'est un travail qui nécessite 20 ans de savoir pour pouvoir ouvrir quelques canaux, fermer certains, accepter que l'eau de mer rentre et va tuer quelque chose, mais aussi va amener des planctons, etc. etc. Enfin, c'est un cheminement comme ça, c'est une roue de la vie sans fin. Et qui est traduite par ce mode de vie, par la transmission que se faire. Nous, les artistes, on est inspirés par ces paysans. Ces premiers artisans, c'est la valeur, c'est notre inspiration. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la Camargue, c'est extrêmement travaillé par l'homme. C'est une grille, quoi, au fond. Et les gens qui sont à la frontière, c'est-à-dire ceux qui vont aller justement chercher le vrai sauvage, le faire rentrer, s'en occuper, savoir comment il circule. Et donc, historiquement, ils utilisent l'objet transformé par l'homme. C'est que des canaux ici, on en a récupéré, c'est de l'irrigation. C'est très con, tu regardes la Camargue du dessus, c'est tracé depuis 200 ans. Mais ce savoir-faire-là, d'emmener des bêtes, d'aller travailler, de connaître, c'est la jonction avec le sauvage, le vrai sauvage. Ce que je trouve passionnant dans toute la dynamique et la vivacité de ce qui est fait par les hommes du terroir, c'est de faire cette jonction avec ce qui est vraiment sauvage, avec la naturalité. Armand, toi, tu fais évidemment une multiplicité de produits, mais tu as quand même quelques interdits. Il y a des choses qui ne sont pas dans la région, donc il y a des choses... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie, la vibration. Hein. C'est pour ça que j'ai
j'ai ces potes-là autour de la table parce qu'on est tous dans cette même vibration et qu'un produit qui a fait 2000 km où il n'a plus la même vibration. Explique-nous le phénomène de vibration. On a fait beaucoup d'émissions avec beaucoup de chefs, beaucoup d'acteurs de la restauration. C'est la première fois que j'entends ce terme de vibration. C'est quoi? C'est le rayonnement solaire? Si tu veux, le rayonnement solaire sur un produit, sur une terre cultivée, c'est lui qui fait pousser en fait le produit que tu vas manger. Donc une salade qui pousse grâce au rayonnement du soleil, on peut considérer que l'énergie solaire est à l'intérieur de cette salade. Il n'y a rien d'autre qui prouve cette évidence-là. Donc finalement, on incorpore cette énergie. Donc on est nourri nous-mêmes par l'énergie du soleil. Et donc cette vibration qu'on retrouve dans la musique, c'est pour ça que ce que dit Mathieu est exact, il y a un point commun qui est très fort, c'est de se dire comment on rebondit en étant cuisinier ou en étant musicien, en étant chef de cuisine ou chef d'orchestre, comment on retranscrit la vibration de la nature dans l'art qu'on exerce, quoi, tout simplement. Ou comment on l'interprète. Comment on l'interprète, bien sûr. Toi, ça te sert beaucoup les vibrations pour créer? C'est que ça, moi, mon métier, c'est de la vibration. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une étude faite, c'est un Japonais qui avait fait ça, qui avait congelé de l'eau, après l'avoir exposé à différentes musiques, et tu vois que les cristaux sont complètement différents, évidemment. Donc on est aussi hypersensible à la vibration de la musique, mais tu parlais du soleil, mais c'est exactement pareil. Moi, quand je fais de la musique, je ne me pose pas de questions. J'envoie des notes sans savoir ce que je vais faire, et là apparaît quelque chose qui est de la vibration, et j'en fais quelque chose. Il y a peu de travail mental à la base. Et c'est ça le plus intéressant, c'est de se laisser porter par ça. Et c'est vrai que, tu parles de rayonnement solaire, mais depuis que je suis ici, j'ai emmené avec moi des morceaux qui viennent de Paris, j'ai beaucoup de mal à les terminer. Tu vois, je les regarde, je me dis putain... Ouais, et en même temps, tu as pris des chemins. Et en même temps, tu as pris des nouveaux chemins bien sûr. Qui sont absolument. Ici, moi, je trouve qui sont hyper intéressants. Et aujourd'hui, tu sors des singles, tu fais des bandes originales de films. Ouais, t'es sur quoi? Je fais de la musique un peu libre. Alors, je sors des morceaux, mais c'est extrêmement. C'est vraiment pour les gens qui me suivent. Ils sont pas très nombreux, mais c'est super. J'ai aucune pression, c'est extrêmement libre. Là, le dernier morceau que j'ai sorti, il fait 8 minutes 30. Ouais. Génial. Ça aurait été impossible à faire avant. Sur toutes les bonnes plateformes? Sur toutes les bonnes plateformes. Il faut chercher. Hein. Ah, merci. Comment il s'appelle? Il s'appelle So Sorry. So Sorry. Donc c'est un morceau pop qui commence et après ça part et ça s'arrête pas et ça monte et ça a des solos dans tous les sens. Il y a 2 solos de guitare qui s'enchaînent, truc que je pouvais pas faire avant par exemple. Tu vois. T'as ton propre studio d'enregistrement dans Arles? Ouais, c'est un petit studio dans Arles et puis mon père a toujours un studio d'enregistrement à Paris, donc quand j'ai besoin je vais à Paris pour finir parce que j'avais pas très envie de monter un studio à Arles. Ouais. Et sinon, oui, je fais toujours de la musique. Là, je vais faire une musique de série. Et puis, à côté de ça, je vais refaire un album aussi, mais beaucoup plus libéré. Mon but est de faire de la musique sans avoir besoin de la vendre. Alors, je sais, c'est bizarre, mais c'est ce que j'ai pas envie de me faire chier à la vendre. Parce qu'il n'y a pas pire que de vendre de la musique. Surtout aujourd'hui. Oui, j'ai envie d'être libre. C'est très dur aujourd'hui d'aller faire une émission de télé en souriant, en disant que tu vends de la musique. Voilà, pour moi, plus envie de ça? Non, j'ai plus du tout envie de ça. Mais par contre, j'ai envie de faire de la musique très très libre. L'acte créatif, si tu te dis au départ que c'est pour le vendre, peut-être que dans ton acte, quand tu crées, tu n'as pas la même vision, t'as pas le même. En fait, il n'y a pas la même vision, mais on fait souvent des choses pour les vendre. Sauf qu'aujourd'hui, le business de la musique est devenu tellement petit qu'on est obligé d'être créateur, d'être promoteur, d'être même businessman. Alors, je suis très mauvais dans toutes ces autres performances. Moi, je suis bon dans la musique. Enfin bon, c'est ce que je sais faire, quoi. Mais comme c'est devenu tout petit, on est obligé de faire plein de choses. Et moi, je n'aime faire que de la musique, en fait. Et à manger aussi. T'aimes bien bouffer quand même. Mais ça va avec, c'est exactement la même chose. Non, mais là, tu vois, il y avait aussi, tu m'as demandé d'inviter des gens dans l'émission, et il y a des gens d'ici, il y a des gens qui viennent d'immigrer ici, et c'est un peu des échos, et c'est ça qui était intéressant, c'est que c'est un lieu où voilà, tu continues à créer quand tu viens. Enfin, c'est pas un endroit où tu arrives et tu prends et tu t'en vas. Ça fonctionne pas en fait. Tu peux pas rester ici et juste prendre et pas donner quelque chose et pas donner même quelque chose pour toi. C'est pas forcément pour les autres, mais en tout cas être dans un processus de création et dans un autre chemin de vie quand tu viens en Camargue et que tu veux vivre ici. On parle souvent des produits, des talents et des lieux. On parle rarement des ustensiles. Moi j'aime bien parler des ustensiles. Est-ce que tu as un ustensile un peu fétiche ou qui te
Moi j'aime bien le couteau parce que voilà, là c'est Benoît qui a amené ses couteaux, mais on a souvent les mêmes. Et moi j'aime bien les couteaux qui sont un peu comme ça, tu vois. J'aime bien les couteaux que tu peux utiliser un petit peu comme le prolongement d'un doigt, tu vois. Tu le tiens comme ça et tu peux soit lever un poisson plat, soit couper délicatement une feuille. Enfin, j'aime bien avoir un couteau qui ressemble plus à un outil qu'à une grande lame, quoi. J'adore bien évidemment la cuillère parce que je passe mon temps à goûter et à faire et toujours avoir quelque chose dans la bouche, c'est impressionnant, quoi. J'ai vraiment... Ouais, je travaille beaucoup les sauces, je travaille beaucoup les condiments aussi. J'aime beaucoup les condiments. J'aime pas le contact du sel avec l'aliment en direct. Donc j'essaye de toujours trouver une façon Ah ouais, tu n'aimes pas le sel en direct. J'aime pas le contact avec le sel. Je suis pas un chef qui met de la fleur de sel avant d'envoyer un plat. C'est pas un truc qui m'intéresse. Très intéressant. Parce que je trouve que le sel est un truc assez agressif. Et prend le dessus souvent sur l'aliment. Donc j'aime bien utiliser du citron confit, j'aime bien cuire des aliments avec du sel au départ, tu vois, en croûte de sel ou des choses comme ça. J'aime bien le sel en périphérie, pas en action directe sur le produit. C'est ce que je trouve intéressant avec Armand, c'est qu'il nous sort un peu des normes, de ses standards. Il assaisonne ses plats avec ses légumes, avec ses produits, avec son potager. Moi, ça peut déranger, mais en même temps, quand ça dérange, ça amène une réflexion. On sort un peu du cadre, puis comme il a une grande sensibilité. C'est un peu, on est très proche avec Armand, c'est-à-dire les saisons, tu vois, il y a des moments, on va cuisiner les courgettes d'une certaine façon, l'année d'après, tu vas le faire d'une autre façon, tu vas toujours garder un peu les mêmes lignes directives. Moi, je suis très sur le barbecue, le fumé, l'acidité, tu vois, ça c'est vraiment c'est vraiment mon texte de base, tu vois, c'est genre mon 4-4 au début d'une partition, tu vois. Et c'est vraiment, je vais être là-dessus. Et après, tout ce qui s'offre autour, on va le travailler de manière différente. Après, moi, j'aime bien travailler sur les textures. C'est-à-dire que quand on va avoir une aubergine, on va le faire un peu en purée, fumée, la griller au barbecue, la mariner avant, peut-être avec parce que quand c'est la période des figues, tout ça, j'adore l'aubergine et la figue. Tu vois, de faire des choses comme ça, quoi, d'utiliser un peu les fruits pour les mariner, les légumes, et ensuite les passer au barbecue. Toi, tu as un ustensile un peu particulier que tu aimes bien? Écoute, ouais, moi j'ai la mandoline, hein. J'imagine que ça, c'est pas un truc, maintenant que c'est un peu tout le monde a ça à la maison. Mais c'est vrai que pour tailler un légume, c'est quand même le top. Si tu veux garder un peu justement le goût du produit. T'es venu avec un légume très particulier d'ailleurs? Ouais, je suis venu avec un concombre arménien. Je sais pas si tu dois l'avoir, ça j'imagine, Armand, ici. J'en ai fait pousser, non. Et putain, mais ça c'est vraiment un concombre de fou, quoi. Et tu vois, en fait, qu'est-ce il a qu'il une a de plus texture que le un peu. concombre? Bah, regarde, il a un peu spécial au niveau. Bon, il a une tête un peu. Tu sais, le concombre amer que les Chinois utilisent beaucoup. Sauf que celui-là, il n'est pas du tout amer. Et moi, tu vois, là, je le travaille. On peut l'ouvrir? Ouais, tu peux, bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de graines à l'intérieur. Et là, vous pouvez goûter, tiens. Et moi, je travaille juste avec un jus de citron, de l'huile d'olive et du sel, parce que je mets du sel en contact. Le concombre arménien. Voilà. Et regarde comme c'est magnifique. Et ça a une texture absolument géniale. Et là, en fait, je vais l'aider à s'infuser comme ça, à devenir un peu transparent, le passant dans une machine sous vide, tu vois. Cru, cuit? Bah là, c'est cru, uniquement cru. Armand, tu as goûté? je te laisse faire les présentations. Ouais, j'ai goûté. Donc là, c'est une tomate ananas. On fait pousser on a trouvé un système pour faire pousser des très très grosses tomates comme ça. Ouais. C'est un plat qui s'est fait il y a environ 2-3 ans. On est allé chercher une tomate à la fin du service parce qu'il nous en manquait pour le service. Et puis on a ramassé une tomate qui était vraiment tiède, chaude comme ça, qui était assez belle. Ouais. Et on l'a goûté et on a eu vraiment une sensation avec l'équipe qui était incroyable d'avoir une tomate comme ça. Et on l'a juste rehaussé avec un vinaigre de tomate qu'on fait maison et un sirop de tomate, voilà. Et on a réussi cette année à en avoir suffisamment pour le proposer à la carte en découpant ça, à la partager. Et les gens tu fais plus en garniture? Non, les gens direct, pur. J'adore l'idée, parce que c'est vraiment l'idée de la tomate que tu vas croquer dans le jardin. Exactement. Mais c'est vrai qu'effectivement, en plein été, la tomate, elle est chaude quand même dans le potager. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses avec cette tomate. Non, c'est super. On a mis juste un petit peu de... On râle d'ailleurs. D'ailleurs, une tomate, si tu la passes au frigo, elle perd un peu son goût avec toute sa vitalité. Bah, ici, les légumes passent pas au frigo, quoi. Plein de Il faut trucs. savoir Ils que sont pas au frigo ici. ce qui est important, c'est qu'ici, les légumes passent pas au frigo. Ils arrivent le matin, ils sont faits, etc. Et ça change complètement la structure. Ce joli tableau, c'est quoi? Ça, c'est des haricots verts qu'on fait avec un peu de betterave. Et on a fait de la betterave lacto-fermentée qu'on enroule sur le haricot vert, un peu comme on enroulait les haricots verts au lard. Les haricots verts au lard, exactement. Old school, mais... Voilà. Le school, mais revisité. Et là, c'est de l'aubergine avec de l'amande. En là, t'en as plein. Aubergine fumée, amande et Non, huile bah, de tiens, figuier. Voilà, c'est un truc aussi très simple, très pur. T'es un chef très calme ou? Je suis Comme on dit en brigade, Je suis devenu calme.
T'as appris à... Ouais, ça va. Si, ça va. Ouais, j'ai appris. Ouais. Les premières années, c'était beaucoup plus compliqué, mais ouais, je me suis calmé. Enfin, tout le monde est vraiment... il te Ça s'apprend, respecte, ça hein. Ça s'apprend À se calmer. à gérer une équipe? Ça s'apprend à gérer une équipe, ça apprend à se calmer parce que quand même, c'est des secousses pour le corps. Grosse On parlait pression. des vibrations tout à l'heure. C'est des secousses qui sont très très fortes et qui durent très longtemps à l'intérieur du corps. Donc il faut arriver à gérer, mais surtout... moi, ce qui m'a intéressé dans le travail que j'ai fait avec les équipes ici, c'est de leur donner le goût de la chassagnette. C'est pas la vision d'Armand Arnal, c'est le goût de la chassagnette. C'est comment eux, ils vont exprimer, voilà, une assiette, cette assiette-là. Moi, je l'ai suggérée, mais c'est eux qui l'ont fabriquée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand tout d'un coup, ils prennent parti, ils s'intéressent. Dans une cuisine qui est... Au début, je m'énervais beaucoup quand un mec dressait une assiette, il aurait pu faire 2 fois la même, mais celle où il la faisait mécaniquement, ça me rendait dingue. Au début, je ne comprenais pas. Je me dis, comment tu peux faire une assiette où tu ne mets pas ton cœur dedans et tout. Et ça a vraiment travaillé en moi. Tu vois, j'ai dû sortir un peu de tout ça parce que sinon, ça allait me bouffer. Et en fait, en sortant, ils se sont emparés des plats, ils se sont emparés des assiettes. Et l'équipe, elle est extraordinaire parce qu'ils vivent tous la chassagnette comme si c'était chez eux, comme si c'était une partie d'eux-mêmes. Et donc il y a des réglages, puisqu'il y a toujours des réglages. Hein. C'est comme dans la musique, une fois de plus. L'humain. Puis c'est de l'humain, puis il faut travailler. C'est émouvant, quoi. C'est émouvant, voilà. Chaque performance, c'est du live. Hein. Chaque performance n'est jamais exactement la même. Tu peux pas faire une cuisine comme celle-là. De vivant, complètement organique, en étant genre oui chef, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc qui fonctionne pas. Donc il vaut mieux que ça soit ouvert et que ça discute. Mais finalement, les premiers qu'il faut séduire, c'est les gens qui vont faire cette cuisine-là au quotidien. Il faut que eux, ils soient séduits par ce qu'ils en voient, tu vois. C'est pas possible. Enfin, je me souviens, les premiers débuts, je prenais des colères quand on faisait la bouffe pour le personnel et qu'on balançait des pâtes comme ça sur la table et que c'est des trucs que je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse faire une cuisine légère, bonne, savoureuse et fine et que on fasse un croque-monsieur cramé. Tu vois, c'est pas cohérent. Donc moi, ce que j'ai appris à ces gens-là, c'est à respecter déjà ce moment intime avec eux-mêmes, qui est de se mettre quelque chose dans la bouche. Voilà, il faut d'abord se respecter. Tu les as élevés au bon sens du terme? Je les ai accompagnés. Ouais. Je les ai accompagnés. Je ne les ai pas élevés, je les ai accompagnés à se respecter, à se dire oui, ça je peux, ça je peux pas. Ça ne veut pas dire que voilà, s'ils ont envie d'aller bouffer un McDo, ils vont bouffer un McDo. Mais l'idée, elle n'est pas là. C'est de respecter déjà ce qu'on met dans sa bouche. C'est quelque chose de très important. Les gens qui nous regardent, ils aiment bien savoir ce que les invités recommandent quand ils ne sont pas dans leur restaurant, dans leur studio d'enregistrement. Sur Arles, il y a l'Antonel, par exemple, Sébastien, là, qui est un chef super, qui a bossé avec moi à Amsterdam aussi à un moment donné, qui a bossé avec Armand pendant des années. Et là, putain, c'est pas mal, c'est très très bien, quoi. Ouais, c'est très très bien. Il est arrivé à un L'autre fois, super niveau, là. parce que moi, ça fait un petit moment que j'étais pas sur Arles, donc j'étais pas revenu, mais au mois de mai, je suis revenu un week-end et j'ai mangé chez lui, grosse claque. Après, un autre coup de cœur, moi, c'est la ferme de la Ruchotte. Hein. On parle des potagers, on parle des choses comme ça, mais il faut parler un peu des volailles à l'ancienne. Ouais. Et là, t'as un mec qui te fait des volailles à l'ancienne, quoi. Et là, pour le coup, tu la cuisines plus de la même manière. C'est-à-dire que le sous-vide, ça marche pas, les bastons, ça marche pas. La chair, elle est comme ça, tu vois, donc très intéressant ce monsieur. Armand, toi, tu as des petits coups de cœur que tu veux nous recommander? Bah, moi j'aime beaucoup en ce moment, il y a plein d'endroits que j'aime beaucoup, mais il y a une expo d'un artiste qui s'appelle Arthur Jaffar qui est à la fondation Luma, qui m'a assez interpellé, qui m'a assez bouleversé, et qui est un artiste afro-américain qui est assez impressionnant, et j'ai vraiment voyagé là. Tu m'avais parlé d'un bar à vin. Il y a le bar à vin, il y a le Buste et l'Oreille. Le Buste et l'Oreille, c'est où? C'est à Arles? C'est en plein milieu, c'est en plein cœur d'Arles. C'est Jean-Marie Poplin qui tient ça avec son équipe. Ouais. Et c'est un lieu où on a tendance à se retrouver là, tous autour de la table pour des discussions philosophiques Très philosophiques. assez pointues. Énormément de philosophie. Qu'on appelle autrement troisième mi-temps. Tu m'avais parlé aussi du Relais du Castellet. Ouais, Relais du Castellet, c'est un autre confrère Très bien. qui s'est lancé aussi dans c'était un endroit pour réserver aux chasseurs, et puis il a commencé à l'ouvrir, et puis il a fait son potager, Jean-Baptiste, et il est vraiment... Enfin voilà, il est vraiment dans le produit, il fait une très belle cuisine, beaucoup plus classique pour le coup. Il reprend un petit peu les grandes lignes de la cuisine provençale, et il a réussi un tour de force dans ce petit endroit, d'en faire vraiment un lieu absolument extraordinaire.
Toi, Stan, t'irais déjeuner ou dîner où quand t'es pas chez Nouma ou chez Armand? Je vais souvent à la cabane du pêcheur, au bord du Rhône, chez Za, qui est un peu un homme un peu à part, qui fait du poisson. C'est les meilleurs poissons, c'est poissons extrêmement frais. Puis moi, personnellement, je cuisine aussi, mais par exemple, il cuisine beaucoup, Stan. Mais la rencontre avec Armand était très intéressante parce que c'était un peu le yin et le yang en fait d'une certaine manière. Il cuisine avec le feu, avec le gras, avec la viande, tu vois. Et moi, chaque fois, j'arrive, je fais tiens, tu peux mettre une petite courgette au milieu. Quand Armand vient à la maison, je lui dis même pas quoi prendre. Il ramène les légumes et moi je ramène la chasse, les rognons, le lard. En parlant de chasse, tu m'as parlé de la bonne étape. À la bonne étape, ouais, il m'a marqué jeune, parce que je trouve que le père Blaise, c'est un puriste, dans ce qu'il fait, et on est dans cette Provence, et puis il travaille aussi la chasse, je suis passionné par la chasse, il fait un lièvre à la royale qui est extrêmement bon, délicieux, j'adore la sauce. Mathieu, avant que tu finisses bien ton assiette, tu as une adresse à nous recommander à Arles-et-Paris? Alors, à Arles, j'ai découvert un restaurant que je trouve très intéressant, qui s'appelle le Mesa, et c'est un jeune chef qui s'appelle Raphaël Garnier. Très bien, c'est tout petit, il cuisine hyper frais, et je retrouve le goût que j'aime bien. Et Arles, moi j'ai été dîner là, au Chardon, avec Nouma en cuisine, et franchement, pour moi, c'est très important. C'est un truc, ce que je voulais dire, c'est que quand je le vois cuisiner, il se passe un truc, c'est très bon. La chassagnette, pareil. Moi, j'ai eu la chance, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. Je peux le dire, j'ai eu la chance de déjeuner en cuisine. Ah ouais. Ah ouais. Et ouais, les gars, voilà. Il n'y a pas beaucoup. Ça s'appelle Sinclair, on s'appelle pas Sinclair. Beaucoup. La table 1000. Là, c'est une expérience. J'étais un peu dans mes petits souliers. J'étais dans le studio avec Michael Jackson, quoi. J'étais comme ça, genre, ça va, c'est bon, c'est très très bon. Mais tu vois, Il dit ça parce que j'ai fait un moonwalk à un moment donné. Ouais, oui, mais et en même temps, quand la cuisine, quand t'as tout le monde qui bosse, c'est intense. C'est de la musique. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un livre de cuisine qui vous a marqué? Et deuxième question, votre premier souvenir d'enfance autour de la cuisine? Moi, un souvenir d'enfance, c'est... je me suis rappelé il n'y a pas longtemps, quand il y a eu les asperges au mois de mars, là, je me suis rappelé qu'en fait, dans le potager où j'ai grandi, le potager de mes parents, ils avaient mis des asperges et je me suis souvenu, j'ai une image comme ça où je coupais une asperge et je la mangeais directement comme ça, je la croquais dans le jardin. Cette amertume, ce goût très particulier, ça m'avait marqué, donc je parlerai de ça. Et des livres, il y en a plusieurs, mais moi j'aime beaucoup celui de l'artiste Olafur Eliasson qui a fait un livre sur la cuisine, qui est un artiste qui utilise la science pour développer son art et qui a ouvert son studio à Berlin. Et la première chose qu'il a fait, il a construit une cuisine au milieu du studio avant de construire tous les autres endroits. Et donc ils ont commencé à cuisiner entre eux. Ça a été un bordel pas possible, ils mangeaient à 3h de l'après-midi, enfin c'était ingérable. Et il a structuré tout ça et il s'est servi de ce laboratoire culinaire pour mettre un temps d'arrêt déjà dans la production, dire il y a un moment pour manger, avoir une réflexion sur la nourriture à travers l'art, à travers l'énergie, à travers la science. Et je trouve ce livre remarquable. Tu as des recettes qui sont pour 6 personnes et tu as des recettes pour 120 personnes dans le livre. Enfin, il y a une espèce de liberté artistique dans ce livre qui est quelque chose qui... Enfin, vraiment, ça a changé ma perception et toute la discussion et tout le travail qu'on fait avec Benoît aujourd'hui là-dessus, le travail qu'on va faire un jour avec Mathieu, ça vient de là, vraiment. Je me suis vraiment inspiré de ce livre qui, pour moi, m'a dit « Putain, ouais, merde, il y a d'autres chemins, en fait. » Il y a d'autres chemins que celui du chef avec le tablier, quoi. Voilà. Et on peut utiliser la cuisine comme une autre source de création, une autre lecture. Stan, souvenir d'enfance, livre en cuisine? Souvenir d'enfance, je vais en revenir. Déjà, mon souvenir qui m'a le plus marqué, c'est la nuit, quand mon père me prend dans son barquet et qu'il y a cette explosion de la nature et qu'on va à la chasse. C'est vraiment ce lien-là, physiologique, mental, où on va ramener un gibier, qu'on va le cuisiner ensemble. C'est vraiment un acte qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Après, les livres de cuisine que j'aime bien, c'est des livres qui ne parlent pas de
de grammes, Pas les livres de recettes. J'aime bien les livres de l'époque qui sont fleuris, comme Brillat-Savarin. Pour moi, on ne peut pas parler de cuisine sans avoir cet imaginaire, cette idée de l'umami, mais de l'umami à la française, que Brillat-Savarin décrit dans cette philosophie du goût. La physiologie du goût, c'est avant tout, c'est dans notre physiologie. Donc cette recherche d'aller comme ça, toucher un aliment, goûter... Et puis, c'est ce questionnement du goût, du voyage du goût. Le goût, quand il parle de transcendantal, de méditation transcendantale, c'est son deuxième titre. Je veux dire, on tombe en méditation et peut-être le seul moment où on est dans le présent, c'est quand on a un aliment comme ça qui nous transporte et qui nous fait rêver. Moi, c'est les odeurs, moi. C'est vraiment l'odeur tout le temps. Les Premier souvenir d'enfance, c'est les saveurs, les odeurs. Et le livre de cuisine. Actuellement, il y a un mec qui est vraiment intéressant, moi je pense qu'on doit tous le connaître, là c'est Monsieur Niland, tu sais, qui est un chef australien et qui travaille le poisson justement comme la viande. Et en fait, c'est un boucher poisson, quoi, tu vois, le mec. Et il fait des côtelettes de thon. Il désosse le poisson. Il fait des côtelettes de thon, il fait des bœufs Wellington, tu vois, mais avec du thon à l'intérieur, avec une cuisson parfaite. Le mec est d'une technique absolue, il fait donc maturer le poisson, évidemment. Et ce mec est hyper intéressant. Donc je suis passionné de ce type là actuellement. Comment il s'appelle? Monsieur Niland, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Vous pouvez voir sur Instagram, il a son compte. Il fait des côtelettes de loup. C'est un malade. C'est un malade. Côtelettes de loup, c'était sublime. C'est un malade. C'est un malade. Et il fait tout, des merguez de rouget, il récupère la tête, il récupère tout le poisson, il désosse les poissons, tu vois, c'est vraiment... En plus, il prend des photos du dessus, donc tu as toutes les parties avec le collier, évidemment, la tête, tu machin. Donc c'est assez intéressant, parce que moi je cuisine tout. Tu vois, hier soir, j'ai reçu une céréale là, de 20 kilos il y a 2 jours. Et hier soir, j'ai servi la tête à des potes. Donc j'avais ça dans le green egg. J'ai une vidéo que je vais poster sur Instagram dans pas longtemps, où je soulève le green egg et t'as la tête à l'intérieur. Ça fait ouais. Donc bref, j'ai servi ça à des copains hier, qui se sont régalés parce que tu prends avec les doigts, tu manges le truc. Enfin, moi j'aime ça aussi, c'est le côté un peu bonne franquette et d'éviter de jeter des parties qu'on a l'habitude de jeter et qui est en fait dommage, quoi. Mathieu, premier souvenir en cuisine? Je crois que le premier souvenir que je garde, je crois que c'est le rapport au citron, moi, qui est acide. Ouais, acide, mais pas que. C'est pas acide le citron. Enfin, il y a une acidité, mais il y a surtout une force. Et je crois que je garde cet aliment, enfin ce fruit, comme peut-être la chose la plus importante dans ma cuisine. Et un livre de cuisine? Malheureusement pas de livre de cuisine. Moi, on avait dit au début de l'émission que tu allais dire mon livre. T'as fait un livre. C'est lequel? T'en fais beaucoup, des livres? Non, j'en ai fait qu'un. Qui s'appelle? Brut de Camargue. Cuisine, Ah oui, c'est vrai, bien locale. sûr, bien sûr. Il est excellent ce livre. Merci Armand pour ta disponibilité et Numa aussi, je sais que c'est une grosse semaine à Arles. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Bande de Food. Vous pouvez nous suivre évidemment sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver tous les produits, tous les livres dont on a parlé, toutes les adresses qu'on a citées sur notre compte Instagram de Bande de Food, TikTok et tout ce qui utilise des pouces et des étoiles. À très bientôt sur Bande de Food et merci à tous. Salut, merci. Salut.